Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce show numéro 209. Au programme aujourd'hui, la preview de la Vuelta qui s'élance ce week-end, quelques résultats olympiques et des rumeurs et surtout des transferts confirmés. Ah oui, allez, on va voir ça. La Vuelta commence ce samedi 17 août, autant vous dire que ça ne chôme pas. L'enchaînement Tour de France, Jeux Olympiques, Tour de France femmes, Vuelta et à la fin il y aura le championnat du monde, autant vous dire qu'on vit un été à toute berzingue. Les Jeux paralympiques aussi. Jeux paralympiques entre deux, tu vois, j'arrive même pas à tout retenir. Et cette année, la Vuelta à Espagne, donc c'est 3265 km, 21 étapes bien sûr, entre le Portugal avec un grand départ de Lisbonne et l'Espagne, une arrivée traditionnelle à Madrid. C'est ça, première nouveauté, cette année ne passeront pas dans les Pyrénées, ce qui est assez étonnant, sachant que l'an dernier, la plus grosse étape de montagne était justement chez nous, dans les Pyrénées, du côté du Tourmalet. Donc, dans le détail, cette année, j'ai regardé un peu, ça va être donc une étape de plaine, 5 étapes de moyenne montagne, 8 étapes de montagne, 2 contre-la-montre individuelles, 5 étapes accidentées avec 2 arrivées en altitude sur ces étapes accidentées et 2 journées de repos. Sans compter, au total, les 9 arrivées au sommet. C'est monstrueux. C'est monstrueux, il passe pas dans les Pyrénées, mais la Vuelta sait trouver des chantiers, ni plus ni moins. Et il y en a évidemment beaucoup, tu l'as dit, une seule étape de plaine, on n'est pas surpris de voir très peu de sprinters au départ de ce fait. Voilà. Heureusement pour eux. C'est ça. Le départ donc de Lisbonne avec d'entrée de jeu une journée importante pour le classement général, puisque c'est un contre-la-montre individuel de 12 km, c'est pas long, mais ça peut suffire à faire déjà quelques écarts et une certaine hiérarchie. On parlera des favoris juste après, mais je crois qu'il y a un petit anglais qui devrait être plutôt chaud sur ces 12 km. Donc, dans la première partie de cette Vuelta, là où il va falloir faire attention, ça va être sur la chaleur. Parce que, évidemment, ils partent du Portugal, mais dès les premières étapes, ils descendent en Andalousie. Et notamment, dès l'étape 5, ils passent de Fuentes del Mastre jusqu'à Séville. C'est une étape plate de 177 km. Clairement où la chaleur devrait se faire sentir. Ils enchaînent sur l'étape 6 en provenance de Carrefour de Jerez jusqu'à l'arrivée à la Junquera, en 185 km. Étape numéro 7, 180 km accidentée. Là, on est en plein Andalousie, clairement. Et on finit sur l'étape 9 de Motril jusqu'à Granada, 180 km. Avec uniquement des sommets à 1650 mètres d'altitude. J'ai regardé la météo pour cette semaine-là. Bon, bien sûr, on n'est pas encore ultra précis, mais c'est entre 35 et 37 degrés. Donc clairement, il va y avoir des étapes assez rythmées avec un peu de montagne et d'étapes accidentées, mais clairement en plein soleil. Le sud de l'Espagne, c'est connu pour les vacances et pour le soleil. La Vuelta est connue de toute façon pour ses chantiers et pour ses météos caniculaires. Il y aura dans ces 10 premiers jours donc beaucoup d'étapes accidentées, on ne sait pas trop, les favoris du classement général vont pouvoir s'exprimer, mais aussi les échappés. Un sprinter pur, on l'a dit, il n'y en a pas, mais un sprinter qui passe correctement les difficultés. Ça va être intéressant, j'ai hâte de voir l'étape toute plate, l'étape 5, comment ça va se passer, parce qu'il n'y a pas d'équipe de sprinters. Oui, et c'est la seule étape qui est plate. Donc j'ai hâte de voir qui va faire quoi, et bon, Pogacar n'est pas là, mais sinon j'aurais misé sur un podium avec les engagés. Ensuite, on va passer sur des étapes très difficiles, hautement difficiles, très difficiles. Notamment à partir de l'étape 12 qui va être très compliquée, de Ourense-Termade jusqu'à la station de ski de Manzaneda, un profil montant sur 137 km avec donc une arrivée au sommet. Étape 13 de Lugo de Puerta, des Ancares, 176 km avec un profil toujours montant et une arrivée au sommet. Avec des pourcentages 9,3 de moyenne sur 7 km 5, ça commence à se mettre en jambes, et des derniers kilomètres à 15% de moyenne. C'est un milieu de Vuelta pour le moins montagneux, sachant que la 14e étape de Villafranca del Bierzo à Villabalino, 200 km, donc on rajoute la longueur, avec le Puerto de Leitariegos et une montée de 22 km. C'est monstrueux. J'ai pas fini. Étape 15, Valgrande Pareares, je parle très mal espagnol, 143 km. Étape de montagne, arrivée au Cochu Negro, 19 km de montée, passage à 24%, classique. Une journée de repos histoire de refaire un peu la patte. Ouais. Avant l'étape 16, oui, parce mais que la montagne ne finit jamais. C'est ça le pire. Avec l'étape, sans doute l'étape reine, en tout cas la plus iconique, avec les Lagos de Covadonga, un grand classique de la Vuelta. Magnifique. 180 km de montagne, avec encore et toujours une arrivée au sommet, 12 km 5, pas trop long, mais des passages à 16% forcément. L'étape 12 à 16, que de la haute montagne, que des arrivées au sommet. Et puis le gros problème en Espagne, c'est que généralement tous les cols qu'ils empruntent pour la Vuelta, ils sont très raides, il y a des passages
à 2 chiffres. C'est raide, le goudron est rarement bon quand il est là, il va faire chaud, y compris en montagne, Route étroite. va taper de haute altitude. C'est absolument l'opposé des Alpes. On arrive plutôt, tout à fait, ouais. On arrive plutôt en fin de saison, dès qu'il va y avoir les corps pas frais et sans doute des défaillances. Donc voilà, ce cœur de Vuelta va être indécis sans doute et passionnant à suivre. C'est ça. Après, ils vont se reposer quelques jours sur des étapes un peu plus faciles. Tout reste en temps facile pour un Tour d'Espagne, sans doute très propice aux échappées. C'est ça, mais bon, après rien n'est facile à partir du moment où on roule à 45 km/h en plein soleil, en plein mois d'août. Mais on va avoir les 3 dernières étapes de cette Vuelta qui vont être quand même assez agressives. Étape 19 avec l'arrivée à l'Alto des Moncavillo, qui devrait être encore un classique. Très très belle montée. Étape 20 jusqu'au Pico Blanco, et là c'est une terrible étape de montagne avec 7 ascensions, pour finir avec des passages entre 17 et 18% pour changer. Et heureusement pour eux, pour tous les coureurs, ils finiront sur une étape, l'étape 21, qui est un contre-la-montre en centre-ville, dans les rues de Madrid, de 24 km,6 qui celui-ci sera pour Joshua Tarling ou Wout van Aert. Il est tout plat, mais finir, tu dis qu'ils ont de la chance, je sais pas, faudrait leur demander, mais finir par le chrono, un vieux chrono du Tour, pas mal de coureurs finir un peu en roue libre, ce qu'on comprend largement. Pour les favoris du général, ça nécessite d'être concentré jusqu'au dernier jour et de changer de braquet après toutes ces étapes accidentées pour refaire un truc très urbain et très plat. Ah bah là, ils vont prendre 20 ans sur le gros plateau. Ouais, ni plus ni moins. Alors justement, en parlant des coureurs, on va parler un peu des favoris attendus sur cette Vuelta. Et on le sait, Tadej Pogačar ne sera pas là, l'ogre de cette saison. Donc ça va ouvrir un peu plus la concurrence et ça va être assez intéressant. Donc on peut commencer avec la Visma Lease Bike, bien sûr avec le retour de Sepp Kuss qui avait gagné l'an dernier. Mais qui vient de gagner le Tour de Burgos, c'était vainqueur sortant, donc avec un début de saison poussif et qui là montre une belle forme. Il semble en pleine forme. On enchaîne avec le team UAE, donc avec là une belle équipe, vraiment une belle équipe avec Isaac Del Toro, Adam Yates et Joao Almeida. Pareil, ça devrait être plutôt costaud. Moi je mise sur Adam Yates, 3ème du Tour l'an passé. Voilà, après le plus dur dans cette équipe, ça va être de s'entendre. Quand Tadej est là, ils sont tous unis autour d'un but, sauf parfois Ayuso. Là justement, peut-être que chacun va vouloir profiter de l'opportunité pour son propre compte. Mais s'ils arrivent à s'entendre, c'est encore une énorme force de frappe. Ineos maintenant, Ineos Grenadier, plus d'incertitude avec Carlos Rodriguez, qui était bon au Tour de France, mais voilà, aura-t-il récupéré ou non, c'est toujours la question. Et Egan Bernal, qui même si mois après mois revient de plus en plus en forme, n'a pas forcément montré beaucoup de garanties non plus dans l'été. On verra. Moi je pense que Carlos Rodriguez sera plutôt en forme. Côté incertitude, on passe à la Red Bull Bora avec Primus Roglic. Ils ont une équipe solide. Ils ont une équipe solide, ils ont un leader 3 fois vainqueur de l'épreuve avec le Slovène, donc forcément sur le papier ça a de la gueule. Mais force est de constater que cette année, ça ne sourit pas. Après, ils ont Daniel Felipe Martinez qui sort d'une belle 2e place sur le Giro, derrière Pogačar, donc c'est le premier des autres. Des gens normaux. Non, mais belle équipe. Voilà, moi, ça peut être pas mal. Sur Roglic, mais il a souvent utilisé la Vuelta pour justement redorer un été parfois pas à la hauteur de ses espérances, même si c'est toujours de haut niveau. C'est ça. Pour finir, du côté de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, Ben O'Connor, l'Australien, qui après un Giro peut-être pas aussi fort qu'il voulait, revient sur la Vuelta plein d'ambition. Voilà, on va suivre ça. Côté français, on est sur un petit effectif, mais on peut quand même noter Guillaume Martin, David Gaudu, Lenny Martinez et Valentin Paré-Peintre qui vont sûrement animer les étapes. On va suivre ça. Des profils taillés pour la Vuelta avec une moyenne d'à peu près 55 kg là pour le peloton. On a souvent vu des Français comme Kenny Elissonde à l'Angliru briller sur ce genre de profil sur l'épreuve, donc on leur souhaite la même chose. Puis l'Espagne, c'est une terre d'entraînement pour nous les Français. Voilà, j'espère que vous allez suivre ça avec attention comme nous on va le faire, et en attendant on passe aux actualités de cette semaine. Alors dans les actualités de la semaine, c'est clairement les transferts qui commencent à être signés parce que depuis le 1er août, les coureurs et les équipes ont le droit de signer des changements pour l'an prochain. Et là du coup on a fait un petit débrief des quelques signatures qu'il y a eu qui sont très actives dans ce début du mois d'août. Donc on va attaquer par Guillaume Martin qui vient de signer pour 2 ans avec la Groupama.
Oui, c'était un secret de Polichinelle comme beaucoup de ces transferts quand vous annoncez. Ça va très vite en ce moment, donc peut-être quand on tourne et quand vous allez voir la vidéo, il y en aura d'autres. Oui, c'est sûr. Voilà. Moi, c'est la période que je préférais sur Pro Cycling Manager, les transferts, pouvoir faire les offres. Et voilà, outre Guillaume Martin, cette fois, c'est un départ de l'équipe Groupama, puisque Lenny Martinez va rejoindre Bahrain et Victorious pour 3 ans. On avait déjà annoncé cette rumeur Voilà, il y a depuis quelques un mois, moment. maintenant c'est confirmé, c'est bien que ce C'est soit officiel. confirmé. Ouais. Simon Yates suit les traces de son frère, non pas dans la même équipe mais dans le même rôle, puisqu'il signe à Visma Lease the Bike. C'est dingue. Donc un équipier de luxe et un leader de rechange, mais même un leader tout court Mm. pour la formation hollandaise. Bob Jungels s'en va et va chez Ineos, il a signé pour 2 ans. Je suis très curieux de voir ce qu'un coureur aussi talentueux d'ailleurs va donner dans cette équipe qui sait tirer le meilleur de leur Oui, coureur. voilà, c'est ça. Giulio Pellizzari, qui a été brillant sur le Giro notamment, a signé 3 ans pour la Red Bull Bora. Axel Zingel, côté français, a signé lui aussi 3 ans pour la Visma Lease the Bike. Là encore un secret de Polichinelle, mais un move très très intéressant. J'ai hâte de voir. Dis-moi. Moi aussi j'ai hâte de voir tout ça. Mais petite félicitation à l'équipe Jumbo Visma pour leur petite vidéo de présentation c'était excellent. du transfert avec le bunny up. Honnêtement, il est magnifique. Ça m'a fait Parce vraiment qu'Axel plaisir. Zingel est très connu pour sa pointe de vitesse et sa force, mais aussi désormais avec voilà, c'est un des seuls coureurs à avoir réussi à sauter par-dessus un autre coureur lors d'une chute. On vous invite à aller voir la vidéo de Visma Lease the Bike qui est très réussie, que vous trouverez facilement sur les réseaux. Ainsi que la vidéo où on explique comment faire un bunny up sur GCN en français. Ouais. Je suis pas sûr que ça suffise à sauter par-dessus un autre joueur. À Mais... 70 km/h. Oui, accessoirement. Ben O'Connor, on en parlait, a signé lui, il va à la maison, il a signé chez le coureur australien, a signé chez Jayco Alula pour 2 saisons. John Narvaez a signé chez UAE, donc transfuge Ineos Grenadier, il vient renforcer une équipe un peu faiblarde. Mais ça va être intéressant parce qu'il a quand même de belles qualités, donc il a clairement sa place chez Ineos, honnêtement. Bien sûr. Ça changera. Bah, il était chez Ineos, donc il avait sa place, mais chez UAE en tout cas. Exact. Alaf de son côté, donc Julien Alaphilippe, voilà, on savait pas s'il allait rester, partir, il y a eu des rebondissements. Il a annoncé qu'il partirait de Koenig, sans dire où il allait, même s'il a dit que c'était fait. On attend peut-être encore des choses à régler de leur côté. Il y a quelques rumeurs encore. Mais... Voilà, peut-être on espère, nous, un retour en France, d'autres espèrent qu'il reste à l'étranger, qu'il continue à briller. Voilà, on verra, en tout cas on est très curieux. Côté femmes maintenant, la grosse news c'est que la championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot a signé 3 ans chez Visma Lease the Bike et fait donc un retour sur la route, pour le moins avec de l'ambition, puisqu'elle veut tout simplement être le prochain Français à gagner le Tour de France. Elle fait ses retours sur route depuis 2020, donc ça va être très intéressant à suivre comment elle va pouvoir changer du VTT jusqu'au vélo de route. On voit que Thomas Pidcock a aucun problème à faire ça. Donc elle l'avait fait du monde aussi. de la discipline, voilà, on n'est pas inquiet sur ses capacités de routière, mais par contre je suis très curieux et impatient de voir elle a clairement franchi un cap avec son passage à Ineos, et très curieux de voir ce que ça va donner sur la route. Toujours très côté femme et capable de gagner le Tour de France et française, Juliette Labou a signé 3 ans à la FDJ Suez. Voilà, elle qui depuis ses débuts était dans l'équipe DSM et ses anciennes appellations. Voilà, c'est sans doute la numéro 1 française qui signe dans la seule équipe pour le Tour française, donc ça a du sens. C'est un beau transfert, honnêtement. C'est un beau transfert, on sait que le transfert de Léa Curigné aussi a été fait l'an passé. Dans le même sens, ça a été fait un peu dans cette optique-là de créer un environnement connu et accueillant pour Juliette. À l'inverse, Marta Cavalli a annoncé sur le départ pour l'équipe DSM, 2 transferts qui n'auraient rien à voir, mais qui, ça se ferait un petit chassé-croisé des vacances. Voilà, en tout cas, une bonne nouvelle sans doute pour l'équipe française. C'est ça. Maintenant, toi, tu reviens des Jeux Olympiques où on le sait, on t'a vu à la télé dans le public. Est-ce que tu... C'est vrai ? Non, je vais te chercher pourtant. J'ai une grosse pancarte à les doudous. Par contre, niveau résultat, Je te montrerai à la fin. t'es revenu avec une médaille d'or. Bah moi je suis revenu broucouille, comme on dit comme diraient les inconnus. Mais l'équipe de France non, et il y a plusieurs choses à noter, c'est que l'équipe de France a gagné dans toutes les disciplines du cyclisme. On ne peut que s'en réjouir, on est sans doute, j'ai pas vérifié, mais sans doute la seule nation à l'avoir fait. Je sais qu'au niveau global, on est la 2e nation à avoir le plus de médailles dans le plus de disciplines, être la nation la plus variée finalement. Voilà. Et sur la piste, ça nous vient de Benjamin Thomas. J'adore parce que je vous l'avais cité vainqueur d'étape au Giro. On l'avait cité avant les Jeux. Faut qu'on le cite plus souvent. On va le citer toutes les semaines. Un brillant omnium, c'est le moins qu'on puisse dire. On est passé par toutes les émotions, la peur, la confiance, le spectacle et énormément d'émotions. C'était assez incroyable tout le vélodrome qui l'encourage et qui chante la Marseillaise pour lui derrière. Donc voilà, on voulait évidemment le souligner et le mettre en valeur.
Moi, pendant ce temps que tu étais aux Jeux Olympiques, je suis allé pas loin du bureau, à la Classica Saint-Sébastien. Et là, j'ai pu voir du coup Marc Hirschi remporter la course avec une très belle deuxième place de Julien Alaphilippe. C'est dommage que la victoire ne lui revienne pas, lui qui avait déjà gagné par le passé cette classique. Mais c'était un très beau finish dans le col de Airlights. Oui, toujours plus dur là encore. On passe à la stat. On passe à la stat de Louis. Ah ouais. Bah, tu l'as dit, j'ai passé beaucoup de temps dans les vélodromes, pas que, aussi un athlète, mais je m'y connais pas du tout. On veut pas savoir. Et alors, la stat, il pourrait y en avoir beaucoup parce qu'il y a peut-être 10 ou 12 records du monde qui sont tombés pendant cette semaine. C'était assez impressionnant. Par exemple, Mathilde Gros, lors du 200 mètres lancé, bat le record olympique, elle fait 5e. Voilà, il fallait, pour faire dans le top 3, battre le record du monde, rien que ça. Les hommes sont à quelques centièmes de passer sous les 9 secondes aux 200 mètres, les femmes sont à quelques centièmes de passer sous les 10 secondes aux 200 mètres lancés toujours. Donc c'est assez impressionnant. Et la stat, c'est l'équipe australienne de poursuite par équipe qui a couvert les 4 km de l'épreuve en 3 minutes 40 secondes et 730 millièmes. C'est évidemment un record du monde à la moyenne horaire de 65,238 km/h, départ arrêté. Bon. Je ne comprends pas comment c'est possible, mis à part en voiture. Mais c'est pas même très en grave. voiture, il faut pas être gêné. Hein. Ah bah. 65 de moyenne, même en voiture, il faut pas être gêné. Donc voilà, ça méritait d'être souligné parmi l'ensemble des records du monde qui ont été battus. Et c'était vraiment un plaisir à suivre. On passe à l'activité du club GCN en français sur Strava de la semaine. Et là, c'est Calogero JB avec son premier test gravel de son nouveau vélo, un beau Canyon Grizzle, où il marque en commentaire « Je pense que cette discipline va me plaire ». Donc ça veut dire qu'il a pris beaucoup de plaisir à rouler sur son vélo de gravel dans des chemins. Donc au plus les gens prennent de plaisir, au plus ils le communiquent, au plus ça nous fait plaisir. Donc continuez à nous envoyer vos activités, nous ça nous fait plaisir, on regarde et on sélectionne celle qui nous plaît le plus chaque semaine. Et de toute façon, quand tu roules sur un canyon, en général ça se passe bien. Ouais, de toute façon, quand tu parles de gravel et que tu es dans un canyon, on va vous laisser là-dessus malheureusement, il faudra attendre la semaine prochaine pour la blague de Max. On vous souhaite une bonne semaine, un bon Tour de France femmes, un bon Tour d'Espagne. Et bientôt la vidéo de ma dernière course d'ultra sur la base de la jaune qui devrait sortir prochainement. J'ai ouï dire que tu avais fait l'acrobate. J'ai fait l'acrobate. Donc restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du cyclisme sur GCN en français. En attendant, roulez bien. Ciao ciao.